en sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud et Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, vivre de sa passion. Un individu n'est jamais aussi engagé, créatif et efficace que lorsqu'il travaille sur un projet qui le motive. Et vous, avez-vous le sentiment de faire un métier qui vous passionne? Les exemples de ceux qui décident de tout plaquer pour vivre de leur passion ne manquent pas, qu'ils soient dirigeants, salariés ou fonctionnaires. De nombreuses personnes cherchent à donner un sens à leur vie en réalisant leurs rêves. Dans la première partie, nous allons définir ce que c'est de vivre de sa passion et voir pourquoi c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Puis je recevrai mon invitée, Zaya Ziwani, l'une des rares femmes chefs d'orchestre qui a construit sa carrière autour de sa passion pour la musique classique. Aujourd'hui, elle dirige des orchestres prestigieux à travers le monde. Elle sera avec moi pour nous parler des nombreux obstacles qu'elle a pu rencontrer et de la manière dont elle les a surmontés. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant des pistes qui pourraient vous inspirer à faire de votre passion un véritable métier. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette citation de Confucius inspire à faire un métier qui nous passionne, dans lequel on pourrait pleinement s'épanouir. Bien sûr, c'est un objectif de vie que nous partageons tous. Tout le monde aimerait se lever le matin et faire un travail qui le passionne. Vous savez, ce petit truc qui nous anime et qui nous fait vibrer. On est tous nés avec du potentiel et des rêves plein la tête, mais combien d'entre nous arrivent à vraiment vivre de leur passion? D'ailleurs, je me demande si c'est une bonne chose finalement de transformer une passion en un travail. On prend le risque d'y ajouter des contraintes, des problématiques qui pourraient rendre le projet moins passionnant. Et vous, avez-vous le sentiment de faire un travail qui vous passionne? Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question et vous allez voir que les réponses sont plutôt mitigées. Est-ce que vous avez l'impression de vous ennuyer dans votre travail? Je travaille pas. Pas du tout, non. Je peux y trouver quelques centres d'intérêt, mais enfin, voilà. Oui, je m'ennuie. Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Oui, l'art. La danse. Ma plus grande passion, c'est la lecture. J'ai l'impression que j'ai pas de passion dans ma vie. Le tennis. Et vous pensez pouvoir transformer cette passion en métier? Non. Bah bien sûr. Oui, c'est ce que je fais. Vous pensez aujourd'hui qu'il est possible de transformer une passion en métier? Oui, j'en suis sûre. En métier, bah oui, j'aurais bien voulu être footballeur professionnel ou tennisman professionnel. Oui, faut se donner les moyens, c'est tout. Si on veut, si on travaille, si on s'y donne, pourquoi pas. Avec Instagram et tout le tralala, maintenant c'est possible, ouais. Oui, je pense que c'est plus facile maintenant qu'auparavant. Quelle est votre plus grande passion dans la vie? Apprendre. Et vous pensez que vous pouvez transformer cette passion en métier? C'est exactement le but que je me donne, et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça vous apporte justement de travailler, de vivre de votre passion? Si vous voulez, c'est le sens d'une vie en fait, mais ça s'arrête pas nécessairement à une question de travail. C'est plutôt le sens de ma vie sur Terre en fait. Finalement, c'est quoi exactement une passion?
Certains d'entre vous estiment peut-être avoir plusieurs activités, des passe-temps que vous aimez faire le week-end pour vous relaxer par exemple, sans pour autant songer à en faire votre métier. Trouver sa passion, c'est être conscient de ce qui nous rend vraiment heureux. Quelle est la chose pour laquelle vous seriez prêt à vous lever tous les matins et à répéter tous les jours, tout en restant enthousiaste et motivé ? C'est une question que de plus en plus de personnes se posent à l'heure où l'épanouissement personnel est au cœur de toutes les préoccupations. Les exemples ne manquent pas. Il suffit de faire quelques recherches sur le net pour trouver des témoignages d'hommes et de femmes qui ont osé tout plaquer pour se reconstruire une nouvelle vie autour de leur passion. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en France et partout dans le monde. Laura est passionnée d'écriture, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle a abordé ce sujet. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène dans l'air du temps, faire de sa passion un métier. Le travail, c'est la santé. Vivre de sa passion, c'est choisir une activité professionnelle en accord avec ses valeurs, faire ce qui nous fait vibrer. C'est l'idée qu'on ne veut plus ou ne pourrait pas faire autre chose, et c'est une problématique grandissante actuellement. Le travail, la notion de carrière et les mentalités évoluent. Aujourd'hui, l'idée d'avoir un emploi stable dans une même entreprise pendant toute une vie prend du recul et laisse la place aux jobs multiples, aux envies d'ailleurs et aux reconversions professionnelles. Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Oui, le confort de vie s'améliorant, les gens ont plus de choix et aspirent peut-être plus à réaliser leurs rêves d'enfant. Selon une enquête menée en 2014 par Visa Europe, 18% des Français interrogés déclarent qu'ils aimeraient bien transformer leur hobby en activité professionnelle. Mais seulement 6% ont déjà tenté l'aventure. Pour Hervé Ludin, spécialisé dans l'outplacement, c'est-à-dire le repositionnement dans une nouvelle organisation, les gens se montrent parfois trop raisonnables. Il explique que programmés pour une carrière, ils ont suivi des pistes logiques sans oser la rupture ni essayer d'exprimer leur passion dans leur travail, de peur d'apparaître vulnérables. Pourtant, un individu n'est jamais aussi engagé, créatif et efficace que lorsqu'il travaille sur un projet qui le captive. Ah oui, c'est vrai ça. Et oui, la passion optimise la performance et libère le potentiel de chacun. Elle procure un sentiment de fierté qui renforce l'estime de soi. Selon un sondage de l'IFOP, 41% des patrons de moins de 35 ans et 28% des autres la placent au premier rang de leur motivation. De plus, il n'y a pas d'âge pour voir s'éveiller ses passions. Certaines peuvent se révéler dès l'enfance, d'autres plus tardivement. Pour Marie-Laure, dite Kayane, la passion est née toute petite de ses grands frères et de leur amour pour le jeu vidéo de combat. À 12 ans, elle joue contre le champion de France et vice-champion du monde de Soul Calibur et finit par l'emporter après de nombreux échecs. Une fois sa majorité atteinte, elle signe un contrat qui lui permet d'être rémunérée sur les tournois et commence à exercer à l'étranger. En parallèle, elle poursuit des études car comme elle le dit elle-même, « J'ai voulu garder une roue de secours ». On sait que la carrière d'un joueur professionnel est courte, on se retrouve toujours à un moment donné face à des adversaires plus forts. Et je n'ai plus les mêmes réflexes qu'à 10 ans. Pour garder son niveau, elle s'entraîne donc 2 à 3 heures par jour et exerce son doigté, comme le fait un musicien avec son instrument. Avec l'essor de l'e-sport actuellement, elle sait que beaucoup de débouchés sont possibles et envisage de se reconvertir plus tard. Alors oui, tout plaquer, se réinventer, ça en fait rêver plus d'un. Et l'effervescence des médias, les moyens mis en place, tous les coachs, les formations, pour trouver sa passion véritable et en faire son métier, en fait un mantra, un modèle de réussite. Au point de peut-être faire un amalgame entre travail que l'on aime et travail idéal. Car métier idéal, il n'y a pas. Quel que soit votre projet, il faut combiner un investissement important en temps, et parfois en argent, avec un talent certain et surtout beaucoup de travail. De plus, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une passion unique bien définie et de pouvoir la transformer en activité lucrative. Et sinon, pour ceux qui sautent le pas, il y a tout de même 2-3 précautions à prendre. La passion est un vecteur de motivation, mais aussi d'obstacles. On peut se bercer d'illusions, voire idéaliser son métier. Le fait de professionnaliser son loisir peut atténuer le bonheur qu'on en avait à la simple pratique. Ce qu'on attend de notre nouvelle activité est énorme et la possibilité d'être déçu aussi. Il faut pouvoir prendre du recul, bien réfléchir aux dimensions que le métier considéré peut prendre, s'assurer qu'il correspond à l'idée que l'on s'en fait et surtout se laisser la possibilité de faire machine arrière. Et vous ? Une fois tout cela pris en compte, seriez-vous prêt à tout plaquer pour vous rapprocher du job de vos rêves ? Vous pencher sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait vibrer et pourquoi pas en faire un véritable métier ? Vous pouvez être fier de vous. Alors, seriez-vous tenté vous aussi de gagner votre vie en exerçant votre passion ? Comme a dit Seth Godin,
Au lieu de vous demander où vous pourriez passer vos prochaines vacances, peut-être que vous devriez démarrer une vie dans laquelle vous n'aurez pas besoin de vous échapper. Vivre de sa passion nécessite parfois de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques et de travailler 2 à 3 fois plus pour y arriver. D'accepter peut-être même d'être moins payé, car on le sait, la stabilité financière n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut apprendre à monétiser sa passion, trouver une stratégie pour se faire connaître et créer une communauté qui va vous permettre de faire grandir votre projet. C'est loin des clichés qu'on pourrait se faire au départ, mais c'est une réalité dont il faut avoir conscience. Je suis convaincue d'une chose. Dans la vie, on n'y arrive jamais seul. C'est l'addition de plein d'éléments qui font qu'on réussit à atteindre son objectif. Et si le vôtre, c'est de vivre de votre passion, alors vous allez adorer ce qui va suivre. Je vais accueillir une personne avec une histoire de vie inspirante. Elle est l'exemple parfait pour la thématique d'aujourd'hui. Son parcours est atypique, certes, mais en échangeant avec elle, j'ai compris comment elle a réussi à aller au bout de son rêve, malgré les obstacles. Zaya Ziwani est un mélange entre douceur et rigueur, l'une des rares femmes chefs d'orchestre qui a imposé son style en France et dans le monde entier. Elle va partager son histoire très rythmée et nous expliquer comment elle arrive à vivre de sa passion depuis plus de 20 ans. Ce sera dans la deuxième partie. Restez avec moi. Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vivre de sa passion. Un idéal à atteindre pour certains, une utopie pour d'autres. C'est, dans tous les cas, une question qui se pose à l'heure où l'épanouissement personnel est au cœur de toutes les préoccupations. Dans cette seconde partie, je reçois Zaya Ziwani, une femme chef d'orchestre et directrice musicale qui a réussi à faire de sa passion un métier, malgré tous les obstacles qu'elle a pu croiser sur son chemin. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec moi leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je partagerai avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à vivre de votre passion. On reprend donc avec mon invité de marque. Atypique et hors du commun sont souvent les mots employés pour décrire son parcours. Bercée dans la musique dès l'enfance, très jeune, elle découvre sa passion pour la musique classique et sait qu'un jour, elle deviendra chef d'orchestre. S'ensuit un parcours haletant pour accéder à une profession élitiste et majoritairement masculine, mais cela n'effraie pas la jeune femme talentueuse et surtout passionnée. Elle se donne les moyens d'atteindre son rêve et se forme auprès des plus grands. Attachée aux études, elle obtient une licence en musicologie parce qu'elle veut faire les choses bien. Puis elle part à la conquête du monde où elle exprime son talent et sa passion pour la musique. Elle dirige de nombreux orchestres en France, en Russie, en Allemagne, en Égypte et bien d'autres. On ne compte plus ses références et ses récompenses. Femme déterminée, soucieuse de mixité et du problème d'accès à la culture, elle mène aussi de nombreuses actions pédagogiques, notamment à travers Divertimento, un orchestre symphonique qu'elle a créé et pensé comme un lieu de diffusion artistique. Elle a réussi à accorder passion et travail et elle excelle dans son domaine. Elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour Zaya Ziwani. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors Zaya, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Je fais mon métier pour tous les moments de rencontre et de partage qu'il permet. C'est vrai que là, je pratique la musique depuis que je suis très jeune et j'ai toujours aimé les belles émotions que ça procure. Et puis, j'avais envie de les partager. Alors, moi, j'ai eu la chance de commencer la musique parce que j'ai eu des parents qui m'ont permis de devenir et d'être curieuse. Et donc, ça, c'était une grande chance pour moi. Et donc, plus tard, je m'étais toujours dit que j'essaierais de transmettre aussi à mon tour, moi, cette passion auprès d'autres. Et j'essaie de le faire en étant à la fois sur scène dans le cadre de mes concerts et d'être présente dans différents territoires et auprès de plein de publics différents. Et aussi dans le cadre des projets pédagogiques que je porte et d'inculquer aussi auprès des jeunes une certaine curiosité, une certaine passion et leur permettre peut-être de pouvoir se projeter dans des univers qu'ils ne connaissent pas forcément et surtout de se projeter dans des grandes ambitions. Alors Zaya, vous êtes chef d'orchestre. Comment vous définiriez votre métier en quelques mots ? C'est un métier passionnant, compliqué, très humain parce que la dimension humaine est importante, mais passionnant. Et c'est surtout, moi ce que j'aime dans ce métier, c'est les liens que l'on peut faire. Et le métier de chef d'orchestre, c'est une personne qui doit faire du lien entre les personnes, qui doit faire du lien entre la musique et le public. Et c'est cette dimension de devoir fédérer que j'aime beaucoup en fait dans ce métier. Comment vous avez découvert la musique classique ?
Je l'ai découverte dans le cadre familial, puisque mes parents étaient très mélomanes. Donc, à la maison, on écoutait des musiques très différentes, et dont la musique classique beaucoup. Et par la suite, mes parents nous ont emmenés voir des concerts aussi. Et puis, assez naturellement, avec ma sœur jumelle et mon frère, on a eu envie de faire de la musique. Ils nous ont inscrits au conservatoire de la ville où on a grandi, à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et voilà, et après c'est une grande aventure qui a commencé. Mes parents ont toujours été très présents pour s'assurer qu'on en faisait de façon très sérieuse, parce que c'est vrai que la pratique de la musique demande aussi une certaine implication, un engagement, certaine rigueur aussi. Une rigueur, tout à fait, un engagement, et puis aussi d'avoir une ouverture sur le monde, parce que de bien jouer d'un instrument, c'est pas simplement de poser les doigts dessus, mais c'est aussi de pouvoir avoir une bonne connaissance des arts, de lire, d'aller au concert, de s'ouvrir de nouveaux champs. Et ça, mes parents, pour ça, ont eu un rôle vraiment très important et nous ont permis de pouvoir découvrir aussi tous ces univers-là. J'ai eu parfois l'occasion de répondre à des interviews de certains de vos confrères qui me disaient « Zaya, vous êtes partie de rien, vous avez réussi. » Moi, je ne suis jamais partie de rien. Après, l'aspect matériel, c'est pas ça le plus important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été très investis dans mon éducation, dans mon instruction. Mais c'est quoi justement être passionné, avoir une passion? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se matérialise? Comment ça se traduit? C'est de pas forcément compter, c'est les heures qu'on va passer dessus, c'est d'y donner tout son engagement, tout son investissement, c'est de dépasser sans cesse ses limites. Enfin, une passion, c'est de vivre quelque part, d'être fait pour ça et de vivre pour ça. Et donc, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait les pieds sur terre, donc j'ai été toujours aussi très sérieuse dans les études, parce que c'est vrai que de s'engager dans une carrière artistique, on ne sait jamais vraiment si on va y parvenir, où ça nous mène. C'est une remise en question quotidienne. Mais on le fait quand même parce qu'on est passionné, qu'on y croit. C'est ça. Et après, c'est aussi prendre des risques. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, parfois, moi je rencontre des jeunes, ou même parfois des moins jeunes, qui des fois n'ont pas osé s'engager dans la voie de leur passion, et qui font autre chose à côté, qui aimeraient bien faire les deux. Et moi je dis toujours, moi j'ai pris le risque d'être artiste. Alors c'est aussi un risque en effet que l'on prend. À un moment donné, je me suis dit, bon voilà, me suis créé l'opportunité d'avoir d'autres bagages à côté pour être plus solide aussi, mais plus sereine également. Mais à un moment donné, c'est aussi ça, c'est de prendre le risque de s'engager pleinement. Et c'est comme dans une relation amoureuse ou d'amitié ou familiale, c'est-à-dire que si à un moment donné, on ne se donne pas pleinement, il ne faut pas qu'on attende des retours aussi. Et la passion, c'est ça, c'est de donner sans attendre de retour et sans savoir si ça va réussir, mais c'est de donner. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort aussi, quand on sait ce pourquoi on donne. Prendre des risques, vous l'avez dit. Quel type de risque? Moi, je me suis engagée dans la direction d'orchestre, alors que c'est un univers où il y a encore 20-25 ans, les femmes étaient interdites dans certains orchestres en Europe. Donc, si elles étaient interdites en tant que musiciennes, vous imaginez la figure emblématique de l'autorité d'un orchestre, c'est le chef d'orchestre. Donc, il y avait encore moins de chance. Et même encore à l'heure actuelle, il y a 20 ans, quand moi j'ai créé mon orchestre, l'Orchestre Symphonique Divertimento, moi j'ai pris le choix et j'ai pris l'engagement et j'ai pris les responsabilités et les risques de créer cet orchestre. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que je prenne à la fois beaucoup de plaisir à gérer et porter cet orchestre, et aussi où ça ne soit pas compliqué à faire. Et c'est ça aussi, c'est prendre des risques. C'est à un moment donné de dire on s'engage pleinement, on se retrouve devant un orchestre de 80, 100, 120, 300 musiciens. On est l'objet des regards, des critiques. Et il y a parfois 15-20 ans de ça, soit certains dans le milieu musical n'y croyaient pas, voire certains en rigolaient. On vous a déjà dit, mais non, mais tu n'y arriveras jamais? Tout à fait, ça je l'ai entendu plein de fois. Plein de fois, j'imagine, oui. Que j'arriverai jamais à être chef d'orchestre, que mon orchestre... Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chef d'orchestre? Ou peut-être une personne qui vous a inspiré? Moi, c'est d'avoir été musicienne. J'ai fait de l'orchestre, donc le fait d'avoir été dans l'orchestre, ça m'a vraiment amené à intégrer un univers que j'ai trouvé fantastique à vivre de l'intérieur. Et puis, du coup, en le vivant de l'intérieur, j'ai découvert autour de moi tout ce qui se passait. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens... c'est qui cette personne devant moi qui nous conduit, qui nous emmène dans la même direction? Et j'ai commencé à m'intéresser plus précisément au métier de chef d'orchestre. Parfois j'appréciais ce qu'on nous donnait comme recommandation, parfois pas, et je me disais tiens, si j'étais à la place, je ferais différemment. Et je me suis dit pour pouvoir faire différemment, il faut être légitime. Et donc j'ai commencé à étudier les partitions que le chef d'orchestre
avait. Et voilà, et un jour, il y a un concert où il manquait un chef d'orchestre. On m'a demandé, j'étais au conservatoire, on m'a dit, tiens, Zaya, t'es dégourdie, est-ce que tu voudrais pas diriger cette œuvre-là? Et moi, j'avais déjà l'habitude de lire les partitions de chef d'orchestre, mais je vous parle de ça, moi j'avais 13-14 ans, donc j'étais déjà Vous toute étiez jeune, déjà très jeune, oui. Et donc ça a été une première expérience, et là je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et d'un seul on coup, vous a donné cette opportunité à 13-14 ans, donc au conservatoire où j'étais. Et du coup, là, vous avez dit, je veux diriger, je vais être ça. la chef. Et pour moi, ça a été tout de suite, je me suis pas posé la question, je savais que c'était ça que je voulais faire. Vous aviez déjà cette prise de conscience et cette maturité à 13 ans? Bah écoutez, ce serait mentir que de vous dire non. Après, j'avais aussi cet âge-là de 13 ans, donc avec toute la naïveté, l'insouciance qu'on peut avoir, mais aussi j'avais envie de ça. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est passionné, on compte pas, on s'investit. C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup été au cinéma, j'ai pas beaucoup été... je m'amusais avec mes amis, mais pas autant de fois que d'autres avaient. Mais il y a des concessions à faire. Il y a beaucoup de concessions à faire, mais c'est comme aussi les sportifs qui s'entraînent des heures et des heures, mais en même temps, ils s'épanouissent dans leur sport. Moi, je m'épanouissais dans ma musique, on y trouve un équilibre. Et je me suis rattrapée un peu plus tard en allant au cinéma plus tard. Finalement, c'est une chance d'avoir découvert cette passion très jeune, parce que c'est plus facile de prendre des risques quand on a 13 ans que quand on a 40 ou 50 ans. Oui, alors après, les risques, je les ai pris plus tard, hein, mais après, à 13 ans, on sait ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que si j'avais arrêté de travailler à 13 ans, j'aurais jamais pu après devenir chef d'orchestre. Donc c'est un engagement qu'il faut avoir quotidien. Et puis j'ai eu la chance d'avoir aussi des professeurs bienveillants, exigeants, parce que ça c'est important. Et puis après, j'ai eu en effet fait une grande rencontre qui a été aussi pour moi déterminante, un grand maître de la direction d'orchestre, qui était une des grandes figures de la direction d'orchestre au XXe siècle, qui s'appelait Sergiu Celibidache, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'avant, moi, j'entendais de plein de gens différents. On me disait, oui, Zaya, c'est pas fait pour les femmes, le métier de chef d'orchestre, tu n'y arriveras pas. Concentre-toi sur tes études. Et du coup, c'est vrai que oui, on a essayé de me dissuader plusieurs fois. Et quand je me suis retrouvée devant cette personne qui était le plus grand chef d'orchestre de l'époque au niveau mondial, donc quasiment, enfin c'est comme ça qu'en tout cas moi je le considérais, et qui m'a dit, bah non, Zaya, ce qu'il faut, c'est d'être persévérante. Ah, donc lui, il a cru en vous. Ah oui, tout à fait, il a cru en moi. Et en fait, ça a été pour moi le déclic, c'est-à-dire que moi, je croyais en moi, mais j'étais trop jeune pour me faire justement se faire ce grand saut et prendre ce risque à 100%. Et c'est une fois que lui m'a dit, bon, Zaya, toi, voilà, t'as tout ce qu'il faut pour, simplement, faut être persévérante et qu'un long chemin allait m'attendre. Moi, j'ai pas eu peur d'affronter ces difficultés, mais ça m'a donné un petit peu cette force, cette motivation de sauter un peu dans le vide. Alors moi, j'y vois peut-être un autre risque, mais je vais vous poser la question. Dites-moi. Je me dis que quand on transforme sa passion en métier, est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement de se lasser et de transformer cette passion en quelque chose de contraignant? Alors, ça pourrait. Maintenant, moi, je l'ai jamais senti comme ça. Le fait d'en faire mon métier, ça continue à... Je pense que quand ça sera plus une passion, je ferai autre chose. Et je me suis toujours dit que si je faisais ça que par contrainte ou pour de l'argent, j'aurais fait un autre métier. Quoi, par exemple? Moi, j'aurais été, je me serais bien vue historienne ou avocate, ou peut-être même journaliste. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. C'est dans ces univers-là que j'apprécie bien. Mais en fait, j'ai eu cette chance de jamais me poser la question. Et franchement, je vois quand j'étais par exemple au lycée ou par rapport à d'autres camarades, ou même maintenant des jeunes que je côtoie, je mesure la chance moi que j'ai eu d'avoir une passion, c'est que je me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire. Et ça n'a pas de prix, parce que du coup, même si on sait qu'on prend des risques, même si on sait que ça va être difficile, mais au moins on s'engage pleinement et on se pose pas de questions et on y va et on perd pas du temps à se chercher. Et moi, j'étais très investie à l'école, j'étais très investie dans mes études musicales, et je me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire plus tard. En tout cas, vous en parlez avec passion et avec les mains. Ça, c'est peut-être la chef d'orchestre. vous ne la voyez pas, mais moi j'adore. C'est un très beau spectacle. Merci. Alors Zaya, dans la vie, on rencontre tous des obstacles, c'est sûr. Tout à fait. Mais on peut dire que vous en avez rencontré beaucoup. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Il y en a plusieurs, c'est-à-dire dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois d'aller diriger des orchestres dans des pays européens qui sont de grandes traditions musicales, comme en Russie par exemple, et où je pensais arriver en terrain conquis et vivre une des plus belles expériences musicales de ma carrière, et en fait d'être toujours dans une confrontation permanente avec des musiciens parce qu'ils n'ont pas du tout envie
d'être dirigée par une femme et encore moins aussi d'apporter un point de vue différent parce que ma spécialité étant aussi la musique française, donc qui demande aussi une façon de jouer très différente que la musique russe ou d'autres types de musique. Donc par exemple pour moi, et d'avoir reçu des réflexions très, très directes de musiciens qui disaient qu'ils ne voulaient pas être dirigés par une femme. Donc, surtout pas par une femme, attention. Surtout pas par une Mais ça femme. C'est revenu souvent. Comment on gère ça? Comment vous avez géré cette en fait, il faut faire abstraction de ça et puis il faut être surtout, alors c'est là la difficulté quand on est une femme, il faut être à 2000% tout le temps en fait. Alors déjà d'être artiste, d'être sur scène, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout le temps. Mais quand on est chef d'orchestre, c'est faut prouver deux fois plus qu'on est bonne. Exactement. Et puis c'est surtout qu'on n'a jamais le droit à l'erreur. C'est-à-dire que parfois sur une grande série de répétitions et de concerts, peut-être un homme, s'il a à un moment donné un tout petit peu moins d'efficacité dans une répétition, ça ne va même pas se remarquer. Alors que si c'est une femme, on va tout de suite pointer du doigt que ça en fait. Donc ça vous a vraiment appris à travailler dur. Et moi, ça m'a permis, à chaque fois, ça m'a toujours challengé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de faire encore mieux, de démontrer que je pouvais faire encore mieux et d'être meilleure, quoi. Donc en fait, moi, ça m'a plutôt que j'ai pas vécu ça comme des même si c'était difficile parfois, mais j'ai jamais vécu ça comme des handicaps ou comme des choses qui m'ont au contraire aspiré vers le fond. Mais moi, ça me permettait de rebondir, au contraire, de faire encore mieux, de donner plus. Et donc, puis après, c'est dans la persévérance. Et ça, c'est vrai que quand j'ai eu ce rapport de force avec les musiciens en Russie, à la fin, on m'a dit, on partage toujours pas les points de vue musicaux avec vous, mais en tout cas, ce qu'on peut pas vous enlever, c'est votre persévérance. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ma ténacité, donc en c'est tout cas, votre persévérance a payé. Exactement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène et que vous dirigez comme ça un orchestre? Eh ben, on sent beaucoup de plaisir, de la puissance aussi, parce que quand vous êtes à la tête de 100, 120 musiciens... C'est ce qui vous plaît aussi, ça, quand même. Oui, c'est vrai, c'est de se dire qu'on façonne quelque chose, donc après, c'est le fait de voir se réaliser la chose que l'on façonne. Donc ça, c'est sûr que c'est ce sentiment en effet de puissance, mais de voir la chose se réaliser, pas juste la puissance pour en avoir. Enfin, c'est pas très intéressant comme ça, mais en effet un sentiment de puissance, un sentiment de satisfaction. En juin dernier, j'ai fait un concert qui était à Lille, au stade Pierre-Mauroy, où j'avais au bout de ma baguette plus de 11 000 artistes. Ah, 11 000, voilà. Oui, c'est pas rien. C'est juste qu'à un moment donné, il y a tout un résultat musical qui dépend de vous. Et c'est vrai, ce qui est assez rigolo, et ce que moi, parfois, j'apprécie aussi particulièrement dans mon métier, c'est qu'au tout début du concert, moi, je suis dans la loge, et l'orchestre rentre sur scène, s'installe, il s'accorde, donc le public applaudit, et après il y a quelques secondes où il se passe rien, et l'orchestre attend l'entrée du chef d'orchestre, le public attend l'entrée du chef d'orchestre, et puis moi je suis là dans ma loge, dans les coulisses, et puis j'attends de rentrer sur scène, et en fait, je rentre sur scène et les gens applaudissent. Et c'est vrai qu'ils applaudissent alors que j'ai encore rien fait. Oui. Et donc, et c'est vrai que ça... Et c'est ça, ça vous surprend. Ça, en fait, ça me surprend pas. Mais à la fois, j'adore ce moment et en même temps, c'est le moment qui donne un peu les palpitations. Mais en même temps, moi, je fais ce métier pour vivre aussi ces moments-là. Et c'est vrai qu'en effet, il y a une certaine émotion. Et puis, j'arrive sur l'estrade. Et l'estrade, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment mon univers. Je peux être un petit peu de nature plus réservée dans la vie de tous les jours. Moi, quand je suis à l'estrade, j'ai pas du tout peur de m'adresser aux musiciens. J'ai pas du tout peur de gérer une répétition. Après, c'est vrai que quand on doit donner un départ et à tout l'orchestre et que la réussite de la cohérence du morceau, elle tient à la précision de vos gestes et que vous devez être hyper précis. Il y a une grande pression. Ouais. Et cette pression-là, en effet, c'est du trac qui est bénéfique, mais qui est nécessaire et qui est normal, en fait. On dit que pour être expert dans un domaine, il faut environ 10 000 heures de pratique. Est-ce que vous vous considérez comme une experte aujourd'hui ? Ah oui, les 10 000, je les ai largement. Après, 10 000 expertes, si on estime qu'on parle par rapport quantitativement à ce nombre d'heures. Après, je pense être experte dans certains domaines. Après, l'avantage dans le métier de chef d'orchestre, c'est qu'on est artiste, c'est qu'on apprend toute sa vie. C'est qu'à la fois, on s'enrichit, on mûrit tout au long de la vie, mais en même temps, on continue à apprendre toute la vie. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes chef d'orchestre. C'est ça. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés ? Que ça vaut le coup de s'engager dans quelque chose en lequel on croit. Parce que même si ça a été très difficile, même si aujourd'hui ça reste encore très difficile, si je devais refaire le choix de le faire, je le ferais. Donc ça, c'est quelque chose qui est fantastique pour ça. Et c'est ce que moi j'essaie de transmettre auprès des plus jeunes.
à ma mesure, parce que ma fille est très petite pour l'instant, mais d'essayer de lui faire ressentir, c'est que c'est important de s'engager et que si on veut quelque chose, on peut. Et qu'on n'a pas, c'est pas les autres qui peuvent nous dire si on a le droit de le faire ou de décider. C'est nos limites, tout est possible. Everything is possible, comme diraient les anglo-saxons. Exactement, c'est exactement ça. Il faut s'en donner les moyens, mais tout est possible. Et voilà, c'est peut-être la première leçon que je pourrais tirer de cette partie de ma vie. Quelle expérience vous a le plus marqué ? Je crois, j'en reviens un petit peu à ma double culture et c'est vrai que d'avoir pu à la fois m'épanouir dans la musique symphonique classique européenne et aussi d'avoir pu mener des projets autour de la musique classique arabe, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Moi je suis Zaya Ziwani parce que je suis française et que je suis algérienne, parce que je me nourris de cette double culture et qu'au contraire c'est pas quelque chose qui est angoissant, c'est quelque chose de riche. Et moi c'est ça, c'est la richesse des rencontres que j'ai envie de montrer dans la musique. Quand j'ai fait ce concert-là à Alger et surtout après quand j'ai pu le montrer en France, moi j'étais hyper fière et hyper heureuse de rassembler ce qu'il y avait peut-être de mieux en termes d'artistes et de compositeurs français, en tout cas ce qu'il y avait de très beau en France, ce qu'il y avait de très beau dans la culture algérienne, et de les rassembler ensemble et que je sois ça c'était important pour vous. Pour moi c'était vachement important parce que c'est ce que je suis et qu'à un moment donné c'est aussi c'est super aussi de l'assumer même sur la scène. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que vous avez un emploi du temps hyper chargé. Oui, c'est quoi la journée type de Zaya Ziwani ? Alors écoutez, il n'y en a pas forcément une en particulier, il pourrait y en avoir plusieurs, mais bon, en règle générale, c'est une journée qui est partagée entre des moments où je suis en répétition, j'ai des heures où je suis en répétition, des heures où je dois travailler mes partitions, parce qu'avant de se retrouver devant l'orchestre, il faut les travailler pour bien les connaître et savoir ce qu'on veut demander aux musiciens. Donc, ça dure longtemps ça, ces heures de répétition Oui, les répétitions avec l'orchestre, elles sont bien identifiées. Maintenant, le temps que je passe à préparer les partitions, ça s'évalue en des centaines d'heures parce que parfois c'est des milliers de notes qu'il faut arriver à agencer les unes avec les autres, qu'il faut comprendre, intégrer, apprendre par cœur en fait, puisque un chef d'orchestre il doit pouvoir tout de suite en répétition dire ah tiens ça sonne pas très juste, ou au contraire c'est pas comme ça, donner des équilibres, donner en tout cas c'est ce que vous faites en majorité et donc ça prend beaucoup de temps, voilà. Donc dans la journée, en fait c'est plutôt du travail que je fais plutôt les week-ends voire la nuit, parce que mes journées elles sont bien occupées à faire ça. Puis donc quand on travaille avec passion, finalement on travaille tout le temps. Oui mais c'est vrai que les 35 heures, moi des fois je les fais en 2 jours. Mais du coup, oui, c'est ça. Après, moi, quand je travaille mes partitions, j'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Ça, c'est chouette pour ça. J'ai l'impression d'écouter de la musique, je l'ai dans ma tête, je la lis, c'est quelque chose de passionnant. Après, voilà, quand on est en répétition, c'est un travail qui est particulier, les concerts aussi. Après, il y a tout le temps de réfléchir aussi au projet, d'aller les défendre auprès de nos partenaires, de nos financeurs. Donc, en fait, la journée, elle est souvent assez chargée entre des temps où je suis sur scène, des temps où je suis en représentation pour l'orchestre, où je vais défendre des dossiers. Donc, du coup, et puis je suis souvent en déplacement parce qu'on a mis en place avec l'orchestre Divertimento des résidences partout en France. Donc, notre projet, il est riche aussi parce qu'on est présent en Rhône-Alpes, dans le Gard, dans la banlieue du Mans, dans le nord de la France, et que chaque territoire est différent. Donc, on apprend, on rencontre des nouvelles personnes et du coup, ça enrichit aussi notre projet. Mais est-ce que vous travaillez tout le temps ? Est-ce qu'il y a des jours quand même où vous faites autre chose que de la musique ? Oui, il y a des jours où, dans mon temps libre déjà, je m'en accorde aussi régulièrement parce que voilà, j'ai une famille aussi avec qui je veux passer du temps, et je pense que c'est important aussi d'avoir du temps pour se ressourcer. Moi, je sais que le temps que je passe avec ma fille, il m'aide beaucoup aussi à me ressourcer, à parfois à réfléchir à des choses. J'aime bien voir des expositions, aller au cinéma. C'est aussi des univers qui me permettent aussi de me ressourcer dès que je peux. Quand je peux aussi partir un petit peu en voyage, mais il faut dire qu'après c'est aussi c'est des métiers qui sont passionnants, c'est des métiers de passion, mais où on y accorde aussi beaucoup de temps et beaucoup plus que que le temps traditionnel qu'on peut passer si on se réfère aux 35 heures par semaine, ça c'est sûr. Avec l'expérience que vous avez acquis, quel conseil vous donneriez à la jeune Zaya de 20 ans ? D'être comme elle est, c'est-à-dire d'avoir toujours une nature bienveillante et confiante. Ça, c'est quelque chose. Après, parfois, justement, j'ai peut-être fait trop confiance au tout début à certaines personnes et qu'il faut peut-être être un peu plus vigilant.
En même temps, c'est aussi moi ma nature optimiste qui fait que le fait d'avoir été bienveillante, optimiste, j'ai pu aussi réaliser des belles choses et même si j'ai rencontré des difficultés. Donc c'est peut-être finalement ce qui vous a aidé aussi à créer des opportunités, à aller voir des gens. Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, peut-être que si vous me réinvitez dans quelques semaines, que j'aurai un peu plus le temps de réfléchir à cette question. Ah, pourquoi pas mais là, comme ça, tout de suite, maintenant, je serais tentée de vous dire de continuer à être plutôt confiante dans la nature humaine et dans la vie. Voilà. Bon, Zaya, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. D'accord, oulala. L'idée, il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. D'accord. Mais pas de panique, il n'y a pas de piège. C'est vraiment pour essayer de mieux vous connaître. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Ça dure 1 minute 30. Ah oui, quand même, d'accord. Vous êtes prête ? Allez, ça y est, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je me lave le visage pour avoir les idées claires. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Mon père. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le Lys dans la vallée de Balzac. Quelle est votre plus grande peur ? Des fois, j'en fais des cauchemars la nuit, c'est d'arriver devant un orchestre et de ne pas avoir travaillé mes partitions. Quel animal vous représente le mieux ? Je pense l'éléphant. À la fois pour la sagesse et dans le côté peut-être rassurant aussi. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite ? Ma mère et ma grand-mère. Quel est le plus beau cadeau qu'on vous a offert ? C'est la vie qu'il m'a offerte ma petite fille. Où aimez-vous aller pour vous ressourcer ? Alors j'aime bien soit aller en Algérie dans mes terres natales, et puis sinon tout simplement dans le jardin de mes parents. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Alors il y avait un documentaire sur Sergiu Celibidache, mon professeur de direction d'orchestre. Et sinon, dans les films, c'est l'opéra filmé des Noces de Figaro. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Parfois, c'est de remettre au lendemain. Même si je fais quand même beaucoup de choses, mais il y a des fois, je me dis, tiens, ça, je le ferai demain. Et des fois, il y a des moments où ce serait peut-être plus utile, efficace de le faire maintenant. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie ? C'est la nature humaine, parce que parfois, on a tendance à se rendre compliqué des choses qui ne le sont pas. Si vous pouviez jouer d'un seul instrument pour le restant de votre vie, vous choisiriez lequel ? Un seul instrument, je pense que je choisirais le violoncelle ou le cor. Quel est votre plus grand regret ? Mon plus grand regret, c'est peut-être d'avoir dû arrêter de pratiquer les instruments que j'ai pratiqués avant. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? C'est de repenser à tout ce que je dois faire le lendemain. Merci Zaya d'avoir répondu à mes questions. Alors, il me semble, Zaya, que vous travaillez actuellement sur une application. Oui, tout à fait. En effet, toujours dans l'idée de rendre aussi plus accessible cet univers de l'orchestre, je travaille avec mes équipes à un outil numérique qui permettra à toute personne qui veut nous découvrir mieux de naviguer dans l'orchestre, de pouvoir nous écouter, de choisir le point de vue d'un clarinettiste ou d'un violoniste, et puis de découvrir aussi les personnes qui constituent cet orchestre, et donc de pouvoir aussi lire des interviews de musiciens, de moi-même, sur plein de domaines différents. Elle s'appelle à la découverte de l'orchestre symphonique, donc ça permettra de pouvoir le découvrir. On se tiendra au courant en tout cas, et plus largement, le site internet, orchestredivertimento.fr. Tout à fait, exactement. Il y a toutes nos actualités et puis à la fois les concerts, mais aussi tous les projets que nous portons, pédagogiques. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de venir aussi voir ce travail de transmission que nous portons, on les accueillera avec grand plaisir. Merci en tout cas Zaya, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets. Merci de votre invitation. Je vais recevoir nos 2 talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez une passion ? Quelque chose qui vous anime, pour laquelle vous pourriez investir tout votre temps et votre énergie ? Je vais partager avec vous des pistes qui pourraient vous aider à réaliser votre rêve et transformer votre passion en un véritable métier. Mais avant ça, on retrouve nos 2 talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette. Salut. Comment ça va ? Très très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mal social, la procrastination. Ah oui, la procrastination, attention, le gros mot. Le gros mot.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une maladie qui nous fait tout remettre au lendemain. Comme Scarlett O'Hara d'Autant n'emporte le vent, qui se languit sur son divan en disant « je le ferai demain ». Ah, bonne image, j'aurais pas pensé à Scarlett, tu vois. Petite référence cinématographique. Que ce soit aller au sport, vider la litière du chat, répondre à un mail ou encore écrire une thèse, la procrastination est le pire ennemi de l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé si Neil Armstrong avait repoussé son alunissage au lendemain ou si Steve Jobs s'était dit le Macintosh, on verra ça plus tard. On serait pas là aujourd'hui. Vous sentez-vous concerné ? Oui, franchement oui. Eh bien, allez voir la vidéo de Tim Urban sur TED.com, qui est un procrastinateur, mais aussi un blogueur humoristique américain et qui a écrit un article sur la procrastination, justement. Et il a reçu des milliers de commentaires de personnes qui se retrouvaient dans ce qu'il a écrit. Et ensuite, il a fait une conférence pour TED, et ça dure 15 minutes. C'est vraiment très, très drôle. Et moi, en fait, ça m'a fait quand même changer mon point de vue sur la question, parce qu'il explique pourquoi il y a des gens qui sont des pros de la procrastination et des gens qui sont des pros de l'organisation. Des pros de la procrastination. Je te jure que ça existe. Ok, donc un nouveau métier. Voilà. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Justement, en fait, on a tous eu des devoirs à l'école qu'on a dû rendre avec des dates butoirs. Et quand on a, par exemple, 2 semaines pour rendre une dissertation, les premiers jours, tout se passe bien, on commence ses recherches, voilà, c'est tranquille. Et puis, en fait, on va se dire, voilà, il me reste 10 jours pour finir, j'ai le temps. Puis de 10 jours, on passe à 5, puis 3. Puis le dimanche soir, on se dit, putain, il faut que je le rende demain. Et le lundi matin, après une nuit blanche, 12 cafés, les yeux rouges et la laine lourde, vous rendez un papier bourré de fautes et que vous ne remarquez même plus, évidemment, et avec quand même l'espoir que votre prof vous dise c'est le papier le plus génial que j'ai lu, même si, au fond, on sait qu'on aura une note vraiment médiocre. Là, voilà, je sais pas, ça vous concerne peut-être ? Ah oui, moi je l'ai déjà fait par le passé plusieurs fois. Ça nous est tous arrivé, je pense. Hein. Bon, mis à part la laine lourde. Parce que ça, j'ai fait une petite grimace quand même. Hein. Bon, là, c'est l'école. Hein. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont au travail, je pense que ça se passe de la même manière. Justement, pensez au dernier projet que votre boss vous a demandé de faire. Et s'il s'est passé la même chose, vous êtes aussi touché par cette maladie. Et qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette vidéo qui pourrait nous aider ? Eh bien, pour faire bref, selon lui, tout le monde a dans le cerveau un décisionnaire rationnel qui, lui, va prendre les bonnes décisions. Mais dans le cerveau d'un procrastinateur, il y a à côté du décisionnaire un petit singe qui ne pense qu'à s'amuser tout de suite et maintenant. Un petit monkey qu'on a dans la tête. Un petit monkey, ouais. Ah, et ce petit monkey a la fâcheuse tendance de prendre la place du décisionnaire et c'est ce qui nous fait passer 4 heures sur YouTube à regarder des tutos plutôt que de faire des tâches importantes mais un peu pénibles qu'on doit faire. Et la question, c'est pourquoi ça marche quand même, parce que tout procrastinateur de son état peut quand même rendre son travail. Et bien, toujours selon Tim Urban, c'est parce que lorsque s'approche un peu trop la date butoir, le panic monster, donc le monstre de la panique, se réveille, fait fuir le petit singe et enfin le décisionnaire peut reprendre sa place et commencer son travail. Mais en fait, c'est vrai que la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. C'est un vrai problème pour beaucoup de monde. Hein. Eh bien justement, oui, parce que là, je parle d'un ton un peu léger de la procrastination dont les effets sont relativement contenus du fait qu'on a des dates butoirs. Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas ? Par exemple, un entrepreneur qui veut lancer sa boîte, il ne va pas avoir de deadlines au départ, parce que quand on commence un business, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas commencé à achever quelque chose. Et donc, si on n'a pas de deadline, le panic monster n'a donc aucune raison de se réveiller et on peut très facilement se retrouver dans une spirale infernale de tout remettre au lendemain. Et au fond, on pourrait se dire qu'on est tous des procrastinateurs lorsqu'il s'agit de notre vie. Par exemple, quand il faut voir sa famille, faire du sport, même travailler sur ses relations, même sa relation amoureuse. Et la frustration qui nous rend malheureux, ce n'est pas de ne pas avoir de rêve, parce que je pense que tout le monde en a, mais c'est de ne pas être capable de commencer à courir après et d'être parfois les spectateurs de notre propre vie plutôt que les acteurs. Et finalement, on procrastine tous sur quelque chose dans notre vie. D'ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire par procrastination ? Et vu que notre temps est compté, ce serait peut-être une question qu'il faut se poser dès aujourd'hui. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Peut-être demain. En tout cas, on mettra la vidéo évidemment sur le site lemanalshow.com. Une vidéo qui est top, qui est géniale, très très inspirante. Très Merci Juliette aussi. En tout cas. Oui, très drôle avec le petit singe et le petit monster. C'est très bien fait, mais je crois que c'est vraiment un sujet d'actualité. Tout le monde va se reconnaître dans cette petite vidéo. Donc à bas la procrastination et mettons-nous au boulot. Exactement. Merci en tout cas Juliette pour cette chronique.
C'est ton tour, Sofiane. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors toi, Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances. Et cette semaine, tu vas nous parler d'une application qui réduit notre addiction au téléphone, Forest. Exactement. C'est pas Forest Court ? Non, c'est ni Forest Gump, non. Mais, c'est la même chose ? Non, pas tout à fait. En fait, c'est une application qui rend moins accro à son smartphone et elle te permet en fait à te consacrer à ce qui est le plus important, c'est la vie, tout simplement. Forest, c'est un jeu mobile dispo en application qui permet de mieux se passer de son téléphone en réduisant son utilisation que lorsque c'est vraiment nécessaire. Faut dire que le concept marche super bien puisqu'elle a été téléchargée 1 million de fois et figure dans le top 3 des applications tous stores confondus dans la catégorie productivité. Et qu'est-ce qui différencie Forest des autres applis ? D'abord, c'est un jeu qui consiste à planter un arbre virtuel qui va pousser toutes les demi-heures. Donc, il y a déjà une première différence. Et que toute interruption liée par un coup de téléphone, un mail ou un SMS que l'on vient de recevoir ferme l'application et stoppe immédiatement la croissance et la vie de l'arbre. Cela peut paraître comme un jeu pour enfants, mais le fait de ne voir jamais grandir son arbre devient très vite agaçant et frustrant. Et cela nous pousse à réfléchir à chaque fois que l'on veut utiliser son smartphone. Et du coup, avec un arbre qui grandit correctement, on est genre fier de soi avec le sentiment d'avoir réussi et gagné. Et surtout, on utilise moins son smartphone. Manel, tu vas peut-être me dire que c'est encore une application qui réduit son addiction au téléphone. Mais peut-être, pour le coup... oui. Je ne sais pas si je te le dirais de cette manière, mais... Mais pour le coup, celle-ci est vraiment très originale et ergonomique. Alors, on peut la retrouver dans Apple Store et Google Play. Elle coûte moins cher qu'une tablette de chocolat que l'on peut manger lorsqu'on déprime, à savoir 2 €. Et puis, donc, il ne vous reste plus qu'à lancer Forest 2 et votre smartphone et commencer une véritable cure sous forme de jeu ludique, bonne pour votre santé et surtout très pratique. On vous mettra toutes les informations sur le site du Manel Show. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus et surtout comment sortir d'une addiction et dépendance à tout gadget électronique, que ce soit un smartphone, ordinateur ou tablette, je vous invite à réécouter notre émission consacrée à la Digital Detox avec le spécialiste David Lajarge. Moi j'ai une question, il n'y a pas un problème de batterie du coup, si ton application est constamment allumée ? Non. Non, justement. Je sais pas, hein. Non, je pense pas parce que... Si le téléphone tombe en rade au bout d'1 heure. Non, parce qu'en fait, l'idée c'est que l'application a été conçue pour vraiment être très ergonomique, colorée, et du coup ça utilise pas trop de données. Ça utilise moins que Snapchat, quoi. Oui, voilà, moins que Snapchat, Facebook, en gros les applications auxquelles on est les plus addicts. Hyper addict, ouais. Voilà. Pas mal, super l'idée. Mais en tout cas, merci Sofiane pour cette super découverte. Merci Juliette. On vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner des pistes qui pourraient vous inspirer à faire de votre passion un véritable métier. Are you ready? Yes. Here we go. Conseil numéro 1. Inspirez-vous des personnes qui ont réussi dans votre domaine. Ce qui est important ici, c'est de choisir un modèle qui a du succès dans le champ d'activité qui vous intéresse. Vous pouvez vous en inspirer de plusieurs façons. Si cette personne a écrit un livre sur le sujet, lisez-le. Si elle donne des conférences, vous pouvez y assister et vous créer des opportunités pour la rencontrer. Décryptez les méthodes ou stratégies qu'elle a adoptées afin d'en tirer les plus efficaces et les plus performantes pour votre projet. Conseil numéro 2, trouvez un mentor. Pour aller plus loin, vous pouvez demander l'aide de ce qu'on appelle un mentor, une personne que vous admirez et qui est prête à partager ses connaissances pour vous aider dans votre projet. Zaya Ziwani, par exemple, a trouvé son mentor dans la personne de Sergio Celidibache, une référence dans la musique classique qu'il a pris sous son aile pendant 1 an. Cette expérience enrichissante lui a permis d'évoluer et d'élargir son réseau. À votre tour, choisissez votre mentor et osez le contacter. Vous avez déjà un point commun, votre passion. Conseil numéro 3, développez vos compétences. Chacun d'entre nous devrait dédier au moins 20% de son temps à renouveler ses compétences pour suivre les évolutions dans le monde du travail et répondre aux nouveaux besoins. Dégagez du temps pour développer vos compétences au minimum 1 heure tous les jours. Vous pouvez lire des livres, suivre des formations en ligne, regarder des vidéos ou encore vous inscrire à des ateliers spécifiques. Conseil numéro 4, connaître vos talents. Connaissez-vous vraiment vos forces et vos talents ? C'est en travaillant sur vos soft skills, vos savoir-être, que vous ferez le meilleur usage de votre potentiel. Nous avons tous des qualités que nous développons tout au long de notre vie, dans le domaine professionnel et personnel, qui peuvent nous aider à donner vie à nos projets. C'est un sujet que je maîtrise bien, car j'ai travaillé moi-même sur la création d'un programme innovant avec l'aide d'une professionnelle de la formation. Je partage avec vous un article bonus que vous pourrez retrouver sur le site lemanalshow.com. Conseil numéro 5, apportez de la valeur aux gens.
c'est clairement ce qui va vous permettre de vous différencier. Quelle que soit votre passion, il est important de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux apporter aux gens à travers mon travail ? C'est ce qui va vous permettre de donner du sens à votre projet et de partager votre passion avec les autres. Apporter de la valeur est l'une de vos priorités. Je suis curieuse de savoir quelles sont vos passions, venez me le dire sur Facebook, j'ai hâte de vous lire. J'espère que ces conseils vont vous aider à passer le cap et à construire un projet professionnel autour de votre passion. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur lemanalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et SoundCloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook Le Manal Show. Ciao!